Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un sujet pas forcément simple que nous abordons dans les grands dialogues de ce jeudi. On peut le résumer ainsi: les forces de sécurité et la liberté d'expression et de la presse. Ces rapports revêtent une importance particulière dans les pays comme le Mali où règne aujourd'hui une situation sécuritaire très préoccupante qui exige des dispositions particulières. Alors, on se pose la question: est-ce qu'on en a conscience ici au Mali? On est tenté de répondre par l'affirmative en se référant à une formation en cours. Cette formation est donc l'occasion pour une vingtaine d'agents des forces de sécurité et de se familiariser avec les notions de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Alors, en parlant de cela, nous avons donc 4 invités. Mais avant d'arriver à cela, alors nous allons vous proposer, en fait, nous allons essayer de voir pourquoi nous avons choisi de parler de ce sujet aujourd'hui. Et puisqu'il y a cette formation qui est en cours et qui est initiée par l'UNESCO et en collaboration avec le CAP, on veut savoir les raisons, pourquoi avoir initié une telle formation. Alors, qu'est-ce qui est donc à l'origine de cette idée? Quel rapport existe aujourd'hui entre la presse malienne et les forces de sécurité avec la situation complexe et délicate que vit le pays depuis quelques années? Alors, presse et forces de sécurité peuvent-elles être partenaires? Ça, c'est une autre question. Ces interrogations, nous allons les partager avec nos invités qui sont donc au nombre de 4. Nous avons Mamadou Zed Sidibé qui est donc le directeur général adjoint de la police. Monsieur Sidibé, bonsoir. Nous avons dans ce studio toujours Sacha Rubel Diamanka, elle est conseillère régionale pour la communication et l'information au bureau régional de l'UNESCO à Dakar. Madame, bonsoir. Bonsoir. Également dans ce studio, le commandant Yann Lafrenière, il est de la police de Montréal, je ne me trompe pas. Mon commandant. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Et nous avons une grande dame de la communication ici avec nous dans ce studio. Il s'agit de Célia Dalmeida, elle est du journal du Mali. Le journal du Mali. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue donc. Les relations entre les forces de sécurité et la presse, la question est forcément d'actualité par le temps qui court dans beaucoup de pays du monde. Et au nom de ces pays, je crois qu'on peut sans doute citer le Mali, n'est-ce pas? Je pose la question à vous d'abord, Mohamedou Zed Sidibé, vous qui êtes le directeur général adjoint de la police. Oui, bien sûr que c'est une question qui intéresse le Mali à plus d'un titre. Quand on sait qu'aujourd'hui, depuis 4 ans, que le Mali traverse une crise, et cette crise malheureusement est en train d'être doublée par la présence du terrorisme, un phénomène nouveau au Mali. Et de plus en plus, malheureusement, nous nous trouvons dans l'épicentre de ce phénomène. Donc, bien sûr que la question s'assied au cas du Mali. Voilà. Alors, nous allons maintenant écouter l'impression de Madame Sacha Rubel Diamanka, qui est conseillère régionale pour la communication et l'information au bureau régional de l'UNESCO à Dakar. Madame, c'est donc un sujet quand même particulièrement important pour le Mali aujourd'hui, les forces de sécurité et la liberté d'expression et de la presse. Donc cette formation a lieu en fait dans le cadre de le plan d'action sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité de l'ONU qui était adopté il y a quelques années par l'Assemblée générale. Mais plus important, une des fonctions primordiales de ce plan d'action, c'est le fait que ce plan souligne la nécessité que les organes de l'ONU travaillent avec la société civile et les forces de l'ordre. Que la question de la sécurité des journalistes, qui est une question et une préoccupation, je dirais, préoccupante, pas simplement au Mali, mais au niveau global. Quand on regarde par exemple le fait que l'UNESCO en 2015 a condamné 114 cas de mort de journalistes au niveau global, reliés bien entendu aussi à la crise en Syrie et en Ukraine. C'est une question qui est préoccupante au niveau mondial et bien entendu dans les cadres de conflits et de non-conflits. Et là, je tiens à souligner, dans le cadre de la formation qui vient d'avoir lieu, qu'on parle de les deux cas et que cet rapprochement entre les forces de l'ordre et les journalistes n'est pas quelque chose à simplement privilégier dans les contextes de conflit, mais aussi de non-conflit.
conflit, parce que les deux, fondamentalement, ont une vocation partagée, c'est d'assurer l'accès à l'information au public. Madame, nous aurons l'occasion de revenir largement sur cette formation. Maintenant, je vais donner la parole à vous, Célia Dalmeida, du Journal du Mali. Alors, Madame, dites-nous, les relations entre les forces de sécurité et la presse, c'est une question qui a bien son importance pour vous, les hommes des médias. Oui, c'est justement pour cela que nous avons été très heureux et honorés de participer à cette formation. Il faut dire qu'il y a eu quelques journalistes qui ont eu l'opportunité aujourd'hui d'échanger avec des membres des forces de sécurité. Et c'est un exercice qui a été très instructif parce que nous nous sommes rendus compte qu'en fait, nous parlions des mêmes choses mais pas de la même façon. Que nous avions les mêmes objectifs qui étaient au finish de participer au bien-être des populations du peuple malien. Mais le problème, c'est comment la atteindre... communication, comment y arriver, c'est sur cela que nous divergions un peu. Donc je pense qu'il est important effectivement d'asseoir les deux parties, comme dans toute relation humaine, d'asseoir les deux parties, de se rendre compte, comme nous y sommes arrivés aujourd'hui, que nous avons des objectifs communs, que nous pouvons et devons travailler ensemble. Le directeur adjoint de la police l'a dit, parce qu'il y a un contexte particulier qui est là, qui nous impose que la population soit régulièrement informée, parce que quand elle ne l'est pas par les vrais acteurs, elle l'est par ceux qui ne maîtrisent pas le sujet et on arrive à des situations compliquées. Donc cette formation était vraiment intéressante, en tout cas de mon point de vue personnel, parce qu'elle m'a permis de discuter avec des gens que je n'ai pas l'habitude d'avoir à chaque fois que j'ai besoin d'eux et de leur faire comprendre que nous sommes des partenaires et qu'ils ont intérêt, tout comme nous, à donner la vraie information et en temps opportun. C'est sur ça qu'on ne s'est pas trop mis d'accord, le temps opportun. Mais c'est un pas qui a été posé, un pas très positif à mon avis. À présent, nous tournons du côté du commandant Yann Lafrenière. Il est de la police de Montréal, donc au Canada. Alors, mon commandant, c'est une formation qui vous paraît très importante, celle qui a lieu aujourd'hui au Mali? Extrêmement importante. Oui, c'est une formation, mais c'est aussi un atelier d'échange. Et ce qu'on a fait avec les collègues journalistes, c'est de se remettre en question. Et vous savez, le plus grand danger, c'est lorsqu'on ne se remet pas en question, on stagne. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait, on s'est remis en question ensemble, on a essayé d'innover. Et c'est pour ça que j'aime pas beaucoup utiliser le mot formation, parce que je pense que les gens sont une partie prenante à ce processus. Et moi, je suis l'invité. Moi, j'arrive de loin. C'est pas moi qui va dire aux Maliens comment voir le futur. On se donne des outils et les gens ensemble vont trouver comment s'améliorer. Vous savez, avec l'avènement des médias sociaux qui sont extrêmement présents, on doit se réinventer continuellement et trouver de nouvelles façons. Et c'est ce qu'on a tenté de faire bien humblement en 3 jours. Et aujourd'hui, mais c'était la finalité pour nous d'avoir les journalistes avec nous et d'avoir forces de sécurité et journalistes dans la même salle. Pour moi, c'est un grand moment que j'ai vécu ce matin. J'étais très heureux, très honoré de voir les gens ensemble et de voir qu'on s'entendait. Ma collègue l'a dit tout à l'heure, ils sont très, très près. C'est juste dans la façon de faire, dans le fine-tuning un petit peu, comment ça peut s'ajuster, mais les gens ont beaucoup de volonté. Je vous dirais, si je pouvais vous sortir un qualificatif de ces ateliers, c'est la volonté. Tout le monde veut, et dans ce temps-là, on peut, c'est des petits détails. Studio Tamani, 17h30, dans moins de 30 secondes. La suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La situation sécuritaire au Mali, les forces de sécurité et la liberté d'expression et de la presse, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce jeudi. Alors, nous l'avons dit, il y a une formation en cours, une formation qui est assez importante puisqu'elle regroupe quand même une vingtaine d'agents des forces de sécurité. Alors, je vois que les journalistes aussi sont présents. Mais avant d'arriver à cette formation, je voudrais quand même vous poser cette question. Cette formation n'est pas venue du néant, elle est venue certainement suite à un constat. Alors, je voudrais savoir, ces dernières années, toutes mes excuses, le Mali a vécu une série d'événements, les uns aussi graves que les autres. Il y a eu un coup d'État, il y a eu rébellion, il y a eu présence des djihadistes, la multiplication d'attaques terroristes. Tout cela n'a-t-il pas eu d'incidence sur la situation de la liberté d'expression, de la liberté de la presse au Mali? Je pose la question à vous, Mahamadou Ouzed Sidibé. Ok, merci bien, M. Fomba. C'est vrai que tout est de cause à effet.
la situation que nous vivons, sinon les situations successives que nous avons vécues, ont eu une influence sur les rapports entre journalistes et population, journalistes et forces de sécurité. C'est clair. Et ça a eu une influence sur le modus operandi des forces de sécurité. Et bien sûr, et je suis convaincu aussi que ça a une incidence sur l'approche des journalistes face au traitement de certaines questions de sécurité. Alors, aujourd'hui, parler de rapport entre forces de sécurité et journalistes, c'est d'autant plus important, et je rejoins madame quand elle disait que ce n'est pas seulement en période de crise, c'est de tout temps ça, c'est de tout temps. Et tout le monde le sait, journalistes et forces de sécurité, ils agissent, ils ont même souvent les mêmes moyens d'opérer. C'est tous des enquêteurs. Il y a des journalistes d'investigation, ils ne font que ça. C'est des vrais policiers, n'est-ce pas? Les mêmes méthodes d'investigation que la police. Sauf que après, l'usage qu'on fait de l'information varie maintenant selon qu'on soit policier ou journaliste. Il y a un cas d'accident mortel, un exemple. Le journaliste voudra bien voir comment est-ce que l'autre est couché, prendre déjà sa photo, mettre dans les journaux. Et le policier, il s'empressera plutôt de couvrir pour qu'on ne voit pas. Et pourtant, tous vont sur la même scène. Ils veulent tous exploiter la même scène. Mais l'un ira pour couvrir pour ses besoins d'enquête, l'autre veut tout découvrir pour ses besoins d'information. Bon. Mais en réalité, ces journalistes et policiers, pour moi, c'est les enfants de deux co-épouses. Ils sont du même père. Donc, c'est un peu cela. Maintenant, quand on applique la situation actuelle du Mali, les forces de sécurité sont éprouvées, très éprouvées. Les journalistes, souvent j'ai été fasciné par des journalistes qui ont accompagné les forces de défense et de sécurité dans le nord du pays et qui sont revenus avec les informations. Ça, c'est des journalistes. Mais que l'arbre ne cache pas la forêt, il y a certains aussi qui restent, qui causent avec X ou Y et qui racontent des rumeurs. Sans même les vérifier. Sans les vérifier. C'est clair, je parle sous le contrôle de madame et de vous-même. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est ça le débat un peu. Quand les forces de sécurité veulent souvent que la bonne information soit donnée, il y a une partie des journalistes qui veulent bien donner la bonne information, qui prennent le temps de vérifier, de recouper, et ensuite ils balancent. Et d'autres, ils s'empressent. Et souvent, d'autres savent que la source est fausse, mais ils balancent quand même. Et après, c'est là où maintenant il y a un petit problème entre la liberté d'expression du journaliste et la liberté, le droit à la protection de l'intimité de l'autre citoyen qui se voit mis sur la place publique, souvent pour des faits qu'il n'a pas commis, et celui qui a publié ne sait même pas de quoi il s'agit. Donc ça pose problème et c'est un peu peut-être ça la petite difficulté entre forces de sécurité et journalistes. Merci. Alors, je vais maintenant m'adresser à vous, Madame Sacha Rubello Diamanka. Alors, Madame, la liberté d'expression est-elle une notion bien comprise ici au Mali, si vous avez l'occasion de faire une remarque à ce sujet? Donc, vous ne pouvez pas voir parce que c'est de radio, mais je suis en train de sourire d'une côté à l'autre après les remarques de M. Sidibé parce qu'il a souligné des aspects très importants qui d'ailleurs ont sorti de la recommandation de notre atelier. Et une, c'est justement de renforcer la compréhension de ce qui est compris par la liberté d'expression, qui est un droit humain et fondamental, mais au-delà de ça, de comprendre que dans le cadre de la liberté d'expression et la liberté de la presse, est compris également le besoin, bien entendu, au niveau du Mali et encore au niveau global, d'assurer une déontologie, une éthique et un professionnalisme de journalistes. Et ça, c'est une question clé qui est une des choses qui est ressortie au-delà de la recommandation de renforcer la confiance entre les deux parties prenantes et d'entretenir, bien entendu, des canaux ouverts de communication, mais surtout, c'est le besoin de renforcer la formation à la fois des journalistes et aussi
des forces de l'ordre sur cette question de la liberté d'expression et qu'est-ce qui est compris et qu'est-ce qu'on veut dire concrètement par la sécurité des journalistes. Alors, Célia D'Almeida, la liberté d'expression, c'est d'elle que nous parlons à présent, elle doit être comprise par tout le monde, à commencer par vous-même les journalistes et par les forces de l'ordre. Est-ce que c'est le cas à tous les niveaux? Les journalistes n'abusent-ils pas? Et de l'autre côté, est-ce qu'on comprend bien? Je pense que de toutes les façons, les journalistes sont des êtres humains, des citoyens comme tous les autres. Et il y a des excès en toutes choses. Monsieur Sidibé l'a dit. Il y a les bonnes graines et il y a les mauvaises. Malheureusement, on voit plus souvent... Enfin, les méfaits des mauvaises sont plus visibles que les bienfaits des bonnes, si vous me permettez l'expression. Et parce qu'elles ont plus de conséquences négatives, qu'on met plus d'énergie à corriger, alors que quand le mal est fait. Donc, je pense que oui, la liberté d'expression existe au Mali, nul ne peut le nier. Oui, il y a des efforts à faire pour que le journaliste comprenne que, comme M. Sidibé l'a dit, sa liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. C'est une phrase commune, mais c'est la vérité. Et qu'il sache, je le dis souvent quand moi je reçois des jeunes journalistes à former, que il ne faut pas faire à quelqu'un ce que vous ne souhaiteriez pas qu'on vous fasse. Colporter des ragots, donner de fausses informations, placez-vous à la place de la personne qui est en face. C'est pareil avec les forces de sécurité. Encore une fois, le contexte dans lequel nous sommes est si particulier qu'il est difficile pour nos interlocuteurs, nous le comprenons. C'est vrai que nous sommes dans l'urgence de nos deadlines, de boucler nos journaux, d'avoir des informations attractives, mais il faut aussi peut-être que nous comprenions que l'information en face est une information extrêmement sensible. Je me souviens qu'au moment de l'attaque en janvier 2015 à Paris, on a à un moment donné dit aux journalistes, mais arrêtez de filmer les forces de l'ordre. Et c'est quelque chose qu'heureusement au Mali, nous n'en sommes pas encore là parce que la technologie n'est pas encore arrivée là-bas, mais si nous l'avions, nous le ferions. Et il faut que nous comprenions que c'est un contexte qui est très, très sensible et que notre liberté ne doit pas mettre en danger ceux avec qui nous sommes appelés à travailler. Mais encore une fois aussi, je profite de la présence de monsieur le directeur général adjoint de la police nationale du Mali pour dire que nous, les journalistes, nous sommes en quête d'information. Et quand on ne nous la donne pas, on la cherche. Donc, il serait bien, on avait certains de vos subalternes avec nous aujourd'hui, comme on a le chef, on le lui dit, que peut-être que les choses soient un peu plus fluides à votre niveau. Parce que quand moi j'ai besoin d'une information et qu'il me faut me taper toute la chaîne de commandement avant d'avoir l'information alors que j'ai des impératifs, vous comprenez que j'aille chercher mon information ailleurs. Donc peut-être faciliter un peu plus les choses pour que nous aussi, dans un esprit de confiance, voilà, que vous n'ayez pas peur de nous, que vous disiez que en face, ce sont des gens qui vous aident avant tout pour que la population malienne soit mieux protégée, mieux informée, etc. Maintenant, nous allons donner la parole à vous, commandant Yann Lafrenière, qui est de la police de Montréal au Canada. Alors, nous savons bien que le Canada n'est pas le Mali, les deux pays sont des niveaux tout à fait différents. Mais est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels les Maliens peuvent s'inspirer des Canadiens en matière, par exemple, du respect de la liberté de la presse? Mutuellement, on peut s'inspirer beaucoup de part et d'autre. On apprend toujours dans la vie. Et j'ai aimé ce qui était dit plus tôt. Donc, je peux vous dire qu'avec de grands pouvoirs, et les journalistes ont de grands pouvoirs. Je dis souvent qu'avec un crayon, on peut faire plus de mal qu'avec une arme à feu. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, puis c'est ce qu'on a discuté ensemble aussi. Vous avez fait référence aux événements de janvier 2015. Moi, je ferai référence à ce qui s'est passé en Belgique par la suite, où les journalistes ont décidé de se taire eux-mêmes, ont décidé de ne pas donner aucune information, de ne pas embarquer dans le jeu des terroristes. Et moi, c'est mon éternel côté positif qui vous dirait, j'étais heureux de voir ça. De voir que des journalistes ont compris. Dans ce cas présent, on ne peut pas le faire à toutes les fois. Là. Dans ce cas présent, il y avait un enjeu de sécurité nationale, des terroristes. Ils ont décidé de mettre toutes sortes d'images. Je pense même qu'il y a des images de petits chats qui étaient dans les médias. Et on s'en est servi pour dire, regardez, on n'embarque pas dans le jeu.
parce qu'on sait que les terroristes utilisent beaucoup les médias sociaux aussi. Dans la formation, on a diffusé des vidéos de Daesh qui font l'apologie de ce qu'ils font et tout ça, on comprend leur idéologie, mais ils utilisent énormément les médias sociaux. Et ce qu'on a regardé ensemble pendant les 3 jours, c'est comment nous aussi on peut contrer ça, comment on peut donner de l'information, comme ma collègue journaliste a dit tout à l'heure, comment on peut simplifier les choses. Et je vous dirais, policiers et journalistes, tout à l'heure, mon responsable de la police a donné une information où on n'avait pas les mêmes buts. Souvent, je résume ça à sa plus simple expression. Comme policier, comme journaliste, les gens veulent le savoir. Nous, on ne veut pas le savoir, on veut le prouver. Et c'est pour ça que ça change les choses un petit peu. Parce que souvent, les journalistes vont nous appeler en disant « Moi, je le sais que ce monsieur a commis un crime. » Et je dis souvent « Moi aussi, je le sais. Mais ça ne m'aide pas. Moi, je dois le prouver. » Alors, c'est des petites distinctions. Des fois, comme policier aussi, on tombe dans le jeu où c'est sûr que la simplicité, des fois, fait en sorte qu'on est mieux de pas rien dire. De dire « Écoutez, il y a une enquête. » On se retourne avec des termes très creux. Hein. Il y a une enquête en cours et on attend. Et souvent aussi, on est tellement habitué d'aller devant le tribunal qu'on va avoir l'histoire au complet. On veut être capable de tout expliquer, alors que parfois, tout ce que les journalistes ont besoin, c'est seulement de dire que nous sommes au courant, on fait une enquête et que ça avance. Mais juste ça, c'est rassurant pour la population. Puis c'est un petit peu ce qu'on a discuté pendant les 3 jours. Mais vous savez, vous avez fait la comparaison entre le Canada et le Mali. On a tous à apprendre. Nous-mêmes, de notre côté, il faut souvent revenir là-dessus. La tentation est forte de tomber du côté, je vous disais, simple des choses et de dire, regardez, on ne parle pas, on ne communique pas. Si on ne le fait pas, quelqu'un va le faire en notre nom. Et c'est rarement très bon pour nous. Il y a des gens qui vont dire toutes sortes de ragots et ça nous nuit dans la police beaucoup aussi. Alors, la lutte contre les terrorismes, aujourd'hui, nous savons que c'est une tâche prioritaire au Mali et dans cette lutte. Donc, les forces de sécurité sont bien sûr en première ligne, mais la presse a certainement sa contribution à apporter. Dites-nous à présent dans quelle mesure les médias peuvent-ils contribuer à lutter contre le terrorisme au Mali. À vous encore la question, Mohamedou Zed Siribé, le directeur régional adjoint de la police. Ça, c'est une très bonne question. Hein. Vous savez, dans les années 70 en France, il y avait Jacques Mistrine, qu'on avait appelé l'ennemi public numéro 1. Le commissaire Broussard et ses hommes ont pu abattre ce monsieur, mais suite au travail du journaliste. Jacques Mistrine a donné rendez-vous à un journaliste. Et comme vous-même, vous aimez ça, être à la une. C'était très bon. Et quand le journaliste s'est présenté, il dit, c'est moi le grand Jacques Mistrine, c'est moi que vous cherchez. Il a déshabillé le monsieur, il a bien tapé et il a laissé pour mort. Il est sorti. Alors, le journaliste, il est sorti. Et quand il a pu se ressaisir, il est allé à la police. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est lui qui a aidé la police. Il a dit aux policiers, c'est un complot, qu'il est dans tel véhicule. Il a donné le véhicule, le vrai véhicule. C'était, si je ne m'abuse, une Renault 5. Mais il a fait exprès de donner un faux numéro public, quand il avait donné le vrai numéro à la police. Et Jacques Mistrine était à l'aise. Il dit, mais ce Tidjo-là, il n'a même pas vu mon numéro. Il a continué donc à circuler dans son véhicule, alors que les journalistes avaient bien vu. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu comme ça. Et ces journalistes pouvaient publier, être à la une, donner le bon numéro. Et Jacques Mistrine allait se casser. Mais non, il a fait exprès, il a donné un faux numéro qui a été publié. Et à la police, il a dit, non, ça, voilà le vrai numéro. Ça, c'est une aide qui a été capitale pour mettre hors d'état de nuire Jacques Mistrine. Prenons ce petit exemple et appliquons-le à notre cas. Les journalistes, d'abord, les gens, ils ne les craignent pas. Ils ont le courage de parler devant les journalistes. Parce que chaque terroriste a... D'autres veulent être connus, tout simplement. Mais les forces de l'ordre, généralement, même les populations, quand on commence à parler, dès qu'on voit un policier, tu arrêtes, cesse de parler, la police arrive là. Lui, là, c'est un policier. Même quand aujourd'hui, tu commences à écouter les autres, déjà, on te dit, ne nous fais pas le policier. C'est comme ça. Et le jour où on parle. Donc, les journalistes, la première aide qu'ils peuvent nous apporter, c'est de ne pas publier toutes les informations qu'ils ont. Et j'ai rejoint l'exemple de mon commandant. Souvent, en publiant toutes les informations, on bloque l'enquête de la police. Il ne faut pas que les journalistes rentrent en concurrence avec le policier. Ça pose problème. Il y a des infos
qu'ils peuvent avoir, mais au lieu de publier, ils se tout simplement les remettre à la police et puis se barrer. Ça, c'est une première aide. La deuxième aide, souvent, on a l'information vraie. Mais puisque cette information, la portée à la connaissance du public, peut nuire à la sécurité nationale, on la tait, tout simplement. Je me rappelle d'une plaidoirie de Maître Demba, le regretté Maître Demba, quand il disait qu'un philosophe grec disait s'il connaissait une chose qui était utile pour lui, mais nuisible pour sa famille, il la tairait. S'il connaissait une chose utile pour sa famille, mais qui est nuisible pour son village, il la tairait. S'il connaît une chose qui est très bonne pour son village, mais qui est nuisible pour le pays, il va la taire. Et les journalistes doivent ancrer ça. Donc c'est une question de bon sens. Une question de bon sens. La baïonnette, autant nous on nous dit la baïonnette intelligence, il ne s'agit pas on n'exécute pas tous les ordres. Les journalistes aussi doivent savoir que toutes les informations ne sont pas à publier. Et ça, c'est des aides dont nous avons besoin. Donc le contact, la communication. Et là, ça va vraiment nous aider. Et si vous permettez, je pourrais répondre un peu à madame. Aujourd'hui, au niveau de la direction générale de la police, nous avons mis en place ce qu'on appelle une cellule de communication qui est ouverte à tous les journaux, à toute la presse. Parce que nous, encore une fois, je rejoins le commandant. Vous savez, après les 3 pouvoirs de Montesquieu, on est d'accord que la presse est le 4e pouvoir. Ce n'est pas rien. Mais il faut savoir s'en servir. Il faut savoir s'en servir. Et la cellule de communication est ouverte. Et vraiment, vous avez besoin de quelques informations sur la police. Rendez-vous, la porte est ouverte. Vous serez renseigné et vous aurez toutes les informations qu'il faut pour la bonne information des populations. Et au niveau du ministère de la Sécurité, il y a le centre d'information et de communication. Ce débat, par exemple, le représentant de ce centre a pris une part active dans l'organisation de ce débat. C'est pour dire qu'actuellement, les autorités de la sécurité ont pris conscience de cela et sont engagées à avoir une vraie communication avec les journalistes pour une meilleure information des populations. Merci. La suite de ce débat après une courte pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, après les explications, les remarques faites par le directeur général adjoint de la police, je vois que Célia Dalmeida a fort envie de réagir. On va lui permettre, mais très rapidement, avant de passer à une autre question. Je voulais juste d'abord dire merci à monsieur le directeur général adjoint parce que c'est une remarque d'ailleurs que la plupart des confrères ont faite aussi aujourd'hui. Et je le disais tout à l'heure que nous avons remarqué, il ne faut pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, on a remarqué qu'il y avait de vrais efforts qui avaient été faits. Je disais tout à l'heure, quand on compare 2013 et aujourd'hui, on se rend compte que l'information sécuritaire est beaucoup plus accessible. Maintenant, effectivement, il y a encore des efforts à faire. Je voulais juste, par rapport à escamoter des informations, donner des fausses informations pour aider la police, ça m'a fait un peu tiquer parce que je me dis, si nous, journalistes, commençons à donner des fausses informations, est-ce que quelque part, notre crédibilité n'entre pas finalement en jeu? Et c'est un aspect important de la fonction de journaliste que d'être crédible. Si, comme dans le cas de Jacques Mesrine, on se rend compte après que le journaliste a donné une fausse plaque minéralogique, quand il donnera une information vraie après, est-ce qu'il ne sera pas, je ne sais pas moi, est-ce que ça ne va pas lui porter préjudice? Je voudrais adresser la question à monsieur le formateur ou peut-être à monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général, je vais donc répondre. Je suis vraiment d'accord avec madame Almeida. Mais sauf que l'information dans le cas de Jacques Mesrine a été divulgué par le commissaire Broussard lui-même. Il n'est pas dit qu'on le saura. Mais c'est pour des besoins de mémoire du commissaire qu'il a écrit. Voilà. Voilà, merci. C'était la précision. Si le commandant Yann, voilà, allez-y. Le point est très, très bon. C'est là qu'on parle de vrai partenariat. Parce que quand on parle de dossiers aussi chauds que du terrorisme, s'il n'y a pas des ponts, et pendant les 3 jours, tout le monde en a parlé, vraiment des ponts de communication, qu'on puisse se parler et se dire ce que vous avez comme information, c'est vrai, mais pour telle et telle raison, attendez 12 heures, attendez 18 heures. Et c'est là que la crédibilité entre les forces de sécurité et les médias, on va voir, on va le tester, on va tester notre relation.
pour des raisons très, très valables. En ce sens qu'on va faire une opération et on le voit. On le voit, ça se fait au quotidien, mais ça, c'est de bâtir une relation et les gens ont commencé à la bâtir. J'ai vu aujourd'hui qu'il y avait un rapprochement incroyable. Mais c'est du cas par cas. Et comment les journalistes peuvent aider? Des fois, c'est en donnant une information, vous avez raison. Des fois, c'est en étant prudent pour quelques heures parce qu'il y a une raison de sécurité nationale. Mais ça, ils ne peuvent pas le deviner. C'est vraiment d'échanger, que la ligne téléphonique soit ouverte. Et je suis très heureux de savoir, avec votre cellule de communication, que les gens peuvent vous rejoindre. Puis je le dis toujours, si on ne se parle pas, on n'arrivera à rien. Et c'est là-dessus, je pense que je rejoins. Je voudrais quand même qu'on revienne sur un cas. Je dois rappeler que la période qui traverse le Mali est quand même délicate. À plusieurs égards, on l'a dit, il y a beaucoup de défis à relever. Et parmi ces défis, il y a forcément la lutte contre le terrorisme et l'insécurité en général. Donc, entre les forces de sécurité et la presse, les choses peuvent quand même quelquefois s'avérer compliquées. Mais elles l'ont souvent été aussi en Europe et notamment en Belgique. Au moment de la traque des terroristes Salah Abdeslam, le directeur de la police belge avait sévèrement critiqué, je cite, une certaine presse qui, selon les autorités, n'avait pas fait preuve de responsabilité en révélant avant tout mouvement de policiers que des empreintes de terroristes avaient été retrouvées dans l'appartement de Forest. Donc, avant l'arrivée de la police sur place, une chaîne flamande de télévision était là avec une camionnette. Alors, c'est le genre d'attitude que les journalistes doivent peut-être éviter en pareille situation. Non, je pose d'abord à vous la question, Madame Sacha Rubel-Diamanka. Je vais répondre dans une manière plus vaste concernant le besoin de sensibilité dans les cadres de conflits ou d'attentats terroristes et de retourner à le besoin de professionnalisation et de formation. Et dans ce cadre, et pour adresser justement les cas à la fois du conflit et de non-conflit, UNESCO a élaboré des curricula qui traitent le reportage sensible au conflit. Parce que les journalistes peuvent éteindre le feu comme ils peuvent ajouter de l'huile sur le feu dans les contextes sensibles. Et je vois que même la journaliste dans la salle, Madame Célia, est d'accord avec ça. Et les journalistes jouent un rôle très clé pour assurer que la communauté et la société civile, surtout, restent calmes dans des contextes où c'est obligatoire et nécessaire de maintenir avec les forces de l'ordre le calme. Et cette sensibilisation est absolument critique à cet égard. Et je retourne encore à le besoin de former des journalistes avec des spécialisations dans le cadre du conflit, dans les crises et dans l'attentat terroriste, parce que dépendant des situations, comme vous tous, vous avez souligné, il y a des manières différentes à répondre qui répondent à la fois aux besoins des forces de l'ordre et le besoin d'information pour le public. Je voudrais quand même que Monsieur le directeur général se prononce sur ce cas belge, puisqu'en fait, c'est deux positions assez contraire, voilà, la police qui reproche à cette presse d'être irresponsable en parlant d'empreintes, donc c'est comme si ça pouvait aviser le monsieur qui pouvait disparaître. D'autre part, alors, le journal qui était particulièrement visé, c'est l'Observateur, un hebdomadaire français. Son directeur a même parlé, et voilà ce qu'il dit: le métier de la police est d'arrêter les criminels et donc de s'assurer de la bonne conduite des enquêtes et de leur confidentialité. Celui de la presse est de porter à la connaissance de ses lecteurs des informations solides, vérifiées et dignes d'intérêt. Fin de citation. Est-ce deux approches qui sont conciliables, monsieur le directeur? Je dis les deux approches sont bien conciliables. Et moi, je donne entièrement raison au directeur de la police belge. Au demeurant, c'est même de la complicité avec les terroristes. Parce que je sais que celui-là est caché, par exemple, en un endroit précis. Je suis journaliste. En tant que bon citoyen, j'avise la police qui travaille. Et après, je fais mon travail. Maintenant, je publie. X est recherché par la police est à tel endroit. Ça veut dire X, barrez-vous, la police arrive. Simplement. C'est le chemin, c'est un raccourci pour se rendre complice du terrorisme. Parce que le terrorisme, aujourd'hui, c'est un crime vraiment particulier. Il faut que journalistes, comme force de sécurité, comme citoyens lambda, il faut faire montre de beaucoup de patriotisme, de mettre l'État au-dessus de tout. Les journalistes, ils publient pourquoi? C'est pour son succès personnel. Parce qu'il veut prouver que j'ai la primaire de l'information. Et pour ça, on sacrifie la sécurité nationale. Non, ce n'est pas bon. Maintenant, j'ai dit c'est conciliable, pourquoi?
il faut donner la bonne information. Mais il faut savoir, et je rejoins encore mon commandant, quand donner la bonne information. Les journalistes doivent se poser ces questions. J'ai l'info, d'accord. Qu'est-ce que je vais en faire? Quel est le public cible? C'est-à-dire, quelles sont les cibles que je vais toucher avec cette information? Et quand faut-il c'est comme un joueur de football. J'ai le ballon, je ne le dégage pas. Quand est-ce que je dois faire la passe? Quel est mon partenaire qui est le mieux placé? Les journalistes à l'info, son partenaire le mieux placé dans le cadre du terrorisme, c'est d'abord le policier, qui lui passe le ballon. Et après, il va avoir tout, il va tout expliquer après. Mais ça trouvera que c'est avec fierté d'ailleurs que lui il verra que ce terroriste-là a été mis hors d'état de nuire par l'information qu'il a donnée, plutôt que ce terroriste a pu s'échapper parce qu'elle a mal donné l'information et à un mauvais temps. Donc encore une fois, c'est conciliable, mais tout dépend surtout du jugement du journaliste, du bon sens du journaliste. Voilà. Nous donnons rapidement la parole à Célia Dalmeida avant d'entendre donc ce que pense notre commandant, le commandant Yann Lafrenière de cette question. Célia Dalmeida. Je rejoins monsieur le directeur général des petites nuances. Je pense qu'effectivement, le journaliste malien en est conscient. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être que quand la technologie va arriver au niveau auquel il est en Europe, nous aurons peut-être ce genre de dérive. Mais pour l'instant, je pense que le journaliste malien est assez conscient des enjeux de la situation actuelle. Et c'est très rare ceux qui font des erreurs. Parce que ce sont des erreurs, justement parce que c'est un champ qu'on ne connaît pas. C'est du nouveau pour nous et nous ne savons pas trop comment avancer. Un peu, c'est comme un champ de mine, permettez-moi l'expression. C'est quand on saute qu'on se rend compte qu'on avait le pied posé dessus. Et malheureusement, il arrive qu'il y en a certains d'entre nous qui sautent et ça sert de leçon aux autres. Je me rappelle quand la crise a éclaté en 2013, dans beaucoup de réunions de rédaction, y compris chez nous, il y a des sujets que nous avons décidé de commun accord de ne pas évoquer parce que nous pensions que cela n'arrangeait pas les choses, de parler ce moment de ce qui se passait ou de la façon dont ça se passait. Donc je pense qu'il y a une sensibilité en tout cas. Je pense que le journaliste malien est assez ouvert d'esprit pour comprendre. Et la question aussi, c'est peut-être que les forces de sécurité se créent, comme on a dit tout à l'heure, Madame Sarah, un petit pôle de journalistes à qui on dit « Ah, opération en cours, on vous informe dans... » Ou bien il y a quelque chose qui se passe, restez en câblé, on va vous donner des infos. Pour que la population qui entend des coups de feu, qui sait qu'il se passe quelque chose, ait quelque chose à se mettre sous la dent. Parce qu'on se dise la vérité, c'est ça. L'information va très vite et on cherche à donner quelque chose au public à grignoter. Qu'on ait ce quelque chose à grignoter, que ça vienne de vous, comme l'a dit le commandant, disant « Ah, il y a quelque chose qui se passe, on revient vers vous après, avec des détails, etc. » Ça permettra aux journalistes de on va maintenant donner juste pour une minute la parole donc au commandant Yann Lafrenière. On voudrait entendre ce condenser. Et c'est rassurant aussi pour la population d'entendre leurs services de sécurité, les forces de sécurité dire qu'ils sont au courant et qu'ils font une enquête. Ça devient très rassurant. Et le danger qui guette les journalistes, c'est d'être instrumentalisés par les terroristes aussi, qu'ils soient utilisés pour faire de la propagande. Et c'est pour ça aussi que les gens disent qu'ils veulent de la formation. Pourquoi? Justement dans ce contexte-là. Souvent sans même le savoir et pas par mauvaise volonté, ils se font utiliser, instrumentalisés. Et c'est de là, en terminant, parce qu'on finit notre temps, qui est tellement important de travailler ensemble, de se parler au quotidien et quand il y a des erreurs, de trouver des solutions ensemble. Et ce qu'on a dit pendant 3 jours, c'est de part et d'autre, c'est partout dans le monde, on fait des erreurs. Mais la façon de grandir, c'est de se parler. Voilà, c'est sur ces propos que s'achève donc le grand dialogue de ce jeudi. Je rappelle que le sujet, c'était la situation sécuritaire au Mali, les forces de sécurité, la liberté d'expression et de la presse. Nous avions 4 invités. Mohamedou Zed Siribi, le directeur général adjoint de la police. Le commandant Yann Lafrenière, il est de la police canadienne, il est précisément de Montréal. Nous avions également dans le studio Sacha Ribel Diamanka, elle est conseillère régionale pour la communication et l'information au bureau régional de l'UNESCO à Dakar. Et Célia Dalmeida qui est donc du journal du Mali. Mise en onde, Gagné Kanté, régie vidéo, Peting Diara, réalisation Ousmane Djadji Touré. À la présentation, il y avait Seydou Fomba. On se retrouve demain pour un autre sujet. À demain donc. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.